Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Surfing Bitcoin. Comme vous le savez, on se retrouve tous les dimanches à 10 h pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Olivier Babot. Olivier, déjà, comment ça va? Ça va et toi, Jonathan? Eh bien, écoute, très très bien. Donc, Olivier, tu étais venu à Surfing Bitcoin en 2021 pour conclure cette Oui, magnifique ça sentait encore le Covid. édition. Ça sentait encore le Covid. J'espère que tu en as gardé un bon souvenir. Excellent souvenir. J'espère que tu avais pris des couleurs. J'espère que tu avais surfé, je ne sais pas d'ailleurs. Non, non, je suis pas hyper adepte de la plage. Je m'emmerde au bout d'une minute, même C'est pas, vrai? ou 30 secondes. Mais Biarritz, c'est vrai que c'est magnifique. Et puis, c'était un très Ouais, bon souvenir. Ouais. très bon souvenir. Bon, alors très rapidement, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on attaque Ouais. un sujet brûlant d'actualité qui va, j'en suis sûr, passionner l'audience? Présentation très rapide. Je suis professeur à l'Université de Bordeaux. J'ai créé l'Institut Sapiens, donc fondateur et je suis encore président. L'Institut Sapiens, c'est un think tank libéral, pro-business, pro-société ouverte, orienté sur la tech, avec un regard à la fois ouvert et critique. Et puis, je suis aussi chroniqueur radio, télé, presse, conférencier et essayiste. Je commets des bouquins régulièrement. On en Bon, parlera. de toute façon, on en parlera. J'ai ma petite pile à côté. Écoute, sans plus tarder, on va attaquer ce podcast qui, pour moi, est donc évidemment ultra d'actualité, qui est un sujet passionnant parce que les deux sujets me passionnent. C'est évidemment l'intelligence artificielle et Bitcoin, qui sont deux innovations majeures de ces dernières années, qui vont, je pense, ancrer les civilisations dans les prochaines années. Hmm. Finalement, on n'en est quelque part qu'au début, d'ailleurs, de ces technologies. Deux technologies qui, pour moi, s'opposent fondamentalement à tous les niveaux. Et c'est ce qu'on va essayer Hmm. de découvrir ensemble aujourd'hui. Donc, en gros, la bataille de l'humanité, IA versus Bitcoin. C'est parti avec Olivier Babot. Donc, pour poser le décor, moi, j'aimerais déjà, très rapidement, je vais introduire, mais je pense que tu pourras aussi compléter. Donc, évidemment, l'IA transforme notre rapport au savoir, au travail et à la création, alors que Bitcoin, lui, justement, transforme notre rapport à la valeur, à la confiance et à la liberté. Donc, Olivier, ce sera ma première question. On parle beaucoup d'intelligence et de Bitcoin, comme on l'a vu, mais est-ce qu'elles ne traduisent pas, au fond, deux visions opposées de l'humain? Est-ce que tu as une première réaction à ça? Mais il est tout à fait possible de les opposer, même si sur l'IA, il est très difficile de dire aujourd'hui exactement quels seront les scénarios d'évolution. On a aujourd'hui sur la table, chez les experts, absolument toutes les prévisions les plus inquiètes pour ce qui est même de l'existence humaine, hein, avec une menace existentielle sur nous-mêmes par rapport aux machines, avec des prévisions très très négatives aussi, dont je serais peut-être un petit peu plus proche sur la liberté humaine, sur l'effet sur notre liberté, pour plein de raisons dont on pourra discuter, pas seulement des raisons politiques et de création de structures anti-libertaires, mais surtout de fait d'attaque de la liberté dans l'individu lui-même. On le verra, et c'est beaucoup plus pernicieux et plus efficace. Mais il y a aussi des scénarios positifs avec l'IA, des scénarios d'émancipation qui, eux, vont plus du côté du Bitcoin, qui est un outil pour mieux échanger, pour pouvoir porter de la valeur et pour pouvoir s'abstraire, se rendre indépendant, on dirait souverain aujourd'hui, parce que c'est devenu le mot à la mode. Pendant très longtemps, être souverain, c'était Mhm. être extrême, hein. C'était un truc d'extrémiste, être souverain. Mais aujourd'hui, on a dit depuis le Covid, on dit c'est pas mal la souveraineté finalement. C'est un autre mot pour indépendance, pour autonomie, c'est-à-dire autosnomos, c'est se donner à sa propre loi. Bah, le Bitcoin, évidemment, il a cet élément-là. La question dont il faudrait qu'on discute, c'est dans quelle mesure Bitcoin et intelligence artificielle peuvent devenir ensemble des outils d'émancipation, et puis quels sont les scénarios évidemment adverses, quoi. Bien sûr. Et donc, moi, c'est vrai que. Alors, je n'ai pas encore lu ton bouquin, mais ça, on en parlera juste après. Mais on peut se dire que l'IA va nous rendre un petit peu esclaves, qu'on va devenir de plus en plus dépendants. En tout cas, même moi, au quotidien, je l'utilise très régulièrement. Et quelque part, je sens que les efforts que je pouvais fournir auparavant sont maintenant totalement. J'allais dire, phagocyté par Mm. l'IA. Donc ça me rend quelque part peut-être plus feignant qu'avant, où j'ai justement moins d'obligations à rechercher par moi-même, plus de facilité, et quelque part je deviens de plus en plus esclave de cette nouvelle technologie, alors que Bitcoin, c'est justement, tu disais, la souveraineté et quelque part la liberté.
que je perds avec l'IA. Donc c'est pour ça que j'aimerais là qu'on attaque quand même sur la partie IA, donc, qui est donc ce confort, cette dépendance et la fin de la responsabilité. Donc l'IA, c'est la promesse de la facilité absolue. Mais peut-être à force de déléguer nos choix, est-ce qu'on ne déléguerait pas aussi notre liberté avec l'IA? Et justement, j'en profite pour commencer à introduire ton premier bouquin, donc, qui est sorti la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, tu as coécrit avec Laurent Alexandre, donc Ne faites plus d'études. Donc, dans ton bouquin, alors peut-être tu peux aussi nous le présenter très, très rapidement, mais tu dis qu'on doit apprendre autrement à l'ère de l'IA, mais est-ce qu'on apprend encore ou est-ce qu'on délègue tout à la machine? Mais bon, déjà peut-être introduis un petit peu ton bouquin et essaie aussi de nous répondre à ma première question. Je crois que tu as très bien résumé la problématique. Le drame de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est l'outil ultime pour nous éviter les efforts. Et si on fait une histoire des technologies, la plupart des technologies sont là pour nous permettre de faire moins d'efforts. D'ailleurs, le néolithique, quand on s'est devenu sédentaire, on s'est mis à planter et à élever, c'était une façon d'avoir les calories plus facilement à disposition, alors que jusque-là, quand on était chasseur-cueilleur, il fallait se déplacer en permanence. Il faut 1 km² pour nourrir un chasseur-cueilleur. On était une groupe d'une centaine, c'est-à-dire qu'il faut bouger en permanence pour se nourrir. Quand on commence à pouvoir élever, ça veut dire qu'on a les bêtes, on n'a pas à les chasser, elles sont là. Les calories, grâce aux céréales qu'on a sélectionnées, elles sont là. Donc on a une nourriture qui est plus riche, on peut avoir plus d'enfants, et en plus on peut avoir plus d'enfants parce qu'on ne se déplace pas, donc on est au même endroit. C'est pour ça d'ailleurs que les nomades ont été démographiquement écrasés par les sédentaires qui pourtant ont plein d'inconvénients, parce que dès qu'on est devenu sédentaire, on a eu des problèmes de dos, de genoux, de dents. En fait, ça ne correspondait pas du tout à notre régime alimentaire, ce pourquoi on a été fait, qui était celui de chasseur-cueilleur. Mais enfin, ces technologies, elles étaient là pour nous épargner de l'effort. Alors pendant très longtemps, ça n'a pas bien marché. C'est-à-dire que l'humanité a quand même bossé vachement. Le monde de l'humanité, c'était un monde d'efforts extraordinaire, c'est-à-dire de mise à distance du plaisir, si vous voulez, parce que, si tu veux, parce qu'il fallait en permanence surmonter un monde extrêmement difficile. Et puis quand même, les technologies aidant, mécanisation, on voit très bien ce que ça a pu donner dès la vapeur dans les campagnes où justement on n'a plus besoin d'autant de gens. Hein. Pendant longtemps, il fallait au moins 6 à 7 personnes pendant une journée pour moissonner 1 hectare. Voilà. Aujourd'hui, on fait des centaines d'hectares en extrêmement peu de temps avec quasiment plus personne en fait. Hein. On n'a plus besoin de monde. Donc en fait, les machines travaillent à notre place et c'est leur but. C'est pour ça qu'on les a développées. Et d'ailleurs, les paléoanthropologues montrent que quand on a développé l'arc, la lance composite, c'est-à-dire des outils pour pouvoir chasser, on a tout de suite perdu en masse musculaire très fortement. Alors qu'avant, on était quasiment aussi fort que des gorilles ou des orang-outans. On était extrêmement puissants. Il fallait aussi courir aussi vite et avoir l'endurance pour courir après les bêtes. À partir du moment où on a eu des outils, on a pu s'atrophier. Et donc, nous, êtres humains, on est déjà le résultat d'une forme d'atrophie liée aux technologies. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que la technologie nous améliore, elle nous augmente et en même temps, elle nous atrophie. Eh ben, l'IA, c'est juste l'intelligence artificielle, c'est juste l'aboutissement en fait de ce processus. C'est l'outil ultime qui va nous proposer, de la même façon qu'aujourd'hui on peut prendre sa voiture pour ne jamais marcher ou quasiment. Quasiment, il y a des endroits où malheureusement c'est le cas, on marche extrêmement peu, notamment aux États-Unis. Ce n'est pas des villes qui sont faites pour marcher. Eh ben, l'IA va nous proposer de ne pas faire d'effort intellectuel, de faire l'effort à notre place. Et là, il y a un terrible effet que j'appelle l'effet Cyrano. Dans Cyrano de Rostand, le duc de Guiche dit à Cyrano, attention aux ailes des moulins parce qu'elles peuvent vous envoyer dans la boue. Et évidemment, Cyrano dit ou dans les étoiles. Et il y a un effet totalement binaire. Et c'est exactement cet effet polarisant qui est très fort, à notre sens, dans le livre dont on parle, Laurent Alexandre et moi. Et puis j'en parle aussi dans les livres d'avant, parce que c'est mon obsession, cette question de l'effet des technologies sur nous et sur la société, la politique et l'économie. C'est très binaire. Soit vous l'utilisez, soit vous en devenez le serviteur. C'est un peu comme l'argent. Un très mauvais maître, mais un très très bon serviteur. Donc soit vous l'utilisez comme prothèse, à ce moment-là vous en devenez le serviteur et vous ne vous développez pas, soit vous l'utilisez au contraire comme levier. Ça c'est formidable, mais c'est difficile en réalité. Ça demande une autodiscipline extraordinaire de ne pas obtenir la réponse tout de suite sur ChatGPT, par exemple. C'est-à-dire de le mettre en mode, comme il y a un mode qui existe, qui est mode apprentissage, où là, il va vous guider vers la réponse, mais c'est là où vous aurez fait l'effort intellectuel. Et il faut tout de suite citer cette étude du MIT qui a montré, une des premières études sur le sujet, mais qui montre ce qu'on pensait, c'est que quand tu utilises trop l'intelligence artificielle, au bout d'un moment, tu ne fais pas l'effort, tu as ce qu'ils appellent dans l'étude une dette cognitive, c'est-à-dire que tu vas payer d'une façon cet effort cognitif que tu n'as pas fait. En fait, ton cerveau, tout simplement, s'atrophie
vie. Et donc, tu ne développes pas de compétences et à terme, évidemment, c'est dramatique. Et c'est là où j'allais rebondir sur ce que tu disais juste avant, mais c'est que comment est-ce que tu vois finalement l'évolution de nos civilisations? Alors évidemment, on n'a aucune idée de comment va évoluer l'IA, etc. Ça évolue tellement vite, on ne sait même pas. Enfin, même, je me rappelle au lancement de ChatGPT, je ne pensais même pas qu'aujourd'hui on allait être aussi sophistiqué dans la puissance de l'outil, quoi. Parce que Sam Altman disait que finalement, avec ChatGPT, tu as des docteurs dans tous les métiers, dans toutes Alors, il y a évidemment certains métiers qui vont pas être disruptés, des métiers plutôt manuels, mais dans tous les autres métiers, finalement, on a une connaissance incroyable à portée de clic. Et justement, la conséquence peut-être de ça, c'est nos cerveaux, quelque part, qui vont totalement disparaître. Et est-ce que justement, on ne revient pas à cet asservissement, à cet esclavage finalement de l'IA? Comment est-ce que tu vois finalement alors, je ne sais pas si vous en parlez dans le bouquin parce que je ne l'ai pas lu, mais comment est-ce que vous évaluez justement l'évolution des civilisations dans peut-être 5, 10, 20, 30 ans? Alors, je ne sais pas si vous en parlez dans le bouquin et ce rapport et cette dépendance finalement à l'IA qui va, selon moi, ne faire qu'augmenter. On essaye de se projeter justement assez loin parce qu'on dit un étudiant aujourd'hui, comme j'en ai moi à la fac, il est théoriquement encore actif en 2065, si ce n'est pas en 2070. Très difficile de dire à quoi ressemblera le monde en 2070 et c'est effectivement ce dont on débat dans le livre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une trajectoire qui est une trajectoire d'accélération extraordinaire qui ressemble beaucoup à une exponentielle. Si vous prenez ChatGPT 3.5, il y a 3 ans, au moment où on va arriver aux 3 ans, là, entre ChatGPT et 3.5 et le GPT-5, il y a Grok, le nouveau Grok qui va sortir, qui va probablement être assez époustouflant, et puis évidemment, il y en a d'autres, Gemini, etc. Les capacités sont incroyablement plus profondes. C'est-à-dire que maintenant, ça utilise tous les canaux. Tu peux filmer en même temps, tu peux lui envoyer une image, il comprend parfaitement. Alors qu'autrefois, c'était le text-to-text. Maintenant, de plus en plus, tu as le text-to-motion, et même le motion-to-motion en réalité. C'est-à-dire que tu peux utiliser tous les médias et il peut arriver à faire des opérations cognitives qui paraissaient absolument impossibles. Il faut se souvenir qu'il y a 10 à 15 ans, une photo, elle devait être labellisée pour qu'on puisse savoir qu'il y avait un chat sur la photo. S'il n'y avait pas écrit cat dans le label, c'était impossible. Alors qu'aujourd'hui, ça y est, on les a entraînées, elles sont capables même d'avoir le concept de chat sans qu'on leur ait donné le concept de chat. D'ailleurs, l'intelligence artificielle a le concept des langues sans qu'on leur apprenne que telle chose c'est telle langue et telle chose c'est telle langue. C'est qu'il conclut, il y a, à travers ce avec quoi on les entraîne, il voit les différences de langue, et d'ailleurs ils en ont une sorte de modèle mathématique du sens, ce qui leur permet de faire des traductions de qualité extraordinaire. Tout ça progresse d'une façon formidable. Il ne faut pas oublier que les plus grands cerveaux du monde et peut-être le plus d'argent possible au monde aujourd'hui est aujourd'hui concentré sur un seul objectif, plutôt 2 avec les robots humanoïdes, mais c'est développer au maximum ces nouveaux outils, intelligence artificielle, robots humanoïdes, qui vont être le combo absolu dans l'avenir. Donc, c'est des moyens incroyables et il est très probable, même si c'est une hypothèse qu'on est obligé de faire, on est obligé de poursuivre les courbes, que le progrès se continue. Alors, qu'est-ce que vont faire les gens avec ce progrès? Et bien là, c'est là qu'on arrive à la polarisation. Et l'idée du ne faites plus d'études, mais jusque-là, les études, c'est quoi? C'est 5 années parfois un peu paresseuses, où en réalité tu ne vas pas bosser beaucoup, tu n'as pas énormément d'heures de cours, tu vas satisfaire à des exigences qui sont quand même de moins en moins exigeantes, il faut le dire, à l'université, la massification aidant. Tu vas avoir à la fin ton partiel, la ligne qui va bien sur ton CV, hop, tu peux fermer les livres pour toujours, et te voilà dans le grand bain, grâce à ton diplôme, tu as accès, et ça y est. Tout ça, c'est le monde d'hier, c'est terminé. Il va falloir penser non pas en termes de diplôme, mais en termes de compétences, c'est-à-dire de façon beaucoup plus évolutive. Les compétences, elles vont devenir obsolètes et extrêmement vite. C'est-à-dire qu'avoir des compétences spécialisées va être beaucoup moins utile. Il va falloir beaucoup mieux avoir des compétences très larges. Donc on parle des humanités, de la culture générale, de la culture historique, tout ce qui te permet d'avoir du recul et puis être complémentaire de la machine. Et ensuite, il faut une discipline de faire pour se forcer à apprendre, malgré une machine qui en permanence va te crier dans les oreilles « je peux tout faire à ta place en quelques secondes ». Et ça, c'est terrible. Et je crois qu'on l'a tous maintenant déjà expérimenté. Là, tu sais qu'il y a 1 heure de travail pour arriver au même résultat que ce que ChatGPT te fera après la question en quelques secondes, et souvent bien mieux que ton heure, si ce n'est pas tes journées de travail.
qui fait vraiment toujours l'effort? Le drame, la difficulté, c'est que, bien sûr, de temps en temps, ça peut être rapide et puis ça peut vous accélérer des choses, mais il y a plein de moments où, si on ne fait pas l'effort, en fait, on va perdre les pédales au sens peut-être quasiment physique. C'est-à-dire, d'abord, c'est plus nous qui allons avancer, mais au bout d'un moment, ça veut dire que c'est plus nous non plus qui allons conduire, en fait. Et ça veut dire que c'est la porte ouverte à plein de manipulations. Il est extrêmement fort pour manipuler. Cette IA qui est prodigieusement intelligente, qui a été nourrie de tous les trucs et astuces de l'humanité, y compris les plus basses, va être capable de nous manipuler. Et l'avenir, malheureusement, c'est probablement un avenir très binaire, très inégalitaire, avec beaucoup de gens qui se laisseront aller. C'était vrai même après l'IA, mais une sorte de métavers dans ce qu'on appelle là une sorte des arrière-mondes de Nietzsche, hein, si vous voulez, c'est-à-dire le monde du divertissement, le monde du doom scrolling, où vous allez être complètement addict au shoot de dopamine, et puis le monde de ceux qui vont rester dans la vie réelle, qui est la vie plus dure, la vie où il y a des hauts et des bas, mais la vie au moins où on est actif. Donc c'est pas un message extrêmement optimiste. Hein, c'est ce que j'allais dire, parce que dans ton bouquin, finalement, avec Laurent Alexandre, enfin, alors, sans trahir évidemment tout le suspense peut-être du bouquin, mais non, mais moi, c'est pas de problème à raconter ce qu'il y a dans le bouquin. Okay. C'est pas un secret d'État, et puis on est là pour. Alors justement, comment vous concluez finalement ce bouquin? Donc là, on a le titre évidemment provocateur, ne faites plus d'études, mais à la fin, est-ce que il y a une note positive? Qu'est-ce que vous en tirez finalement de ce bouquin? On donne à la fin 10 commandements, 10 nouvelles règles pour l'étudiant. Alors, j'ai un peu dit, c'est effectivement la culture générale, soyez curieux. Il est important aussi qu'on développe des outils qui soient le plus neutres axiologiquement parlant, c'est-à-dire que pas des outils qui fassent de la morale, des outils pluralistes, qui aient une portabilité numérique, qu'on ne soit pas dépendant d'un fournisseur d'accès. Donc, c'est des questions en fait, qui vont se poser assez rapidement. Et puis, on est assez optimiste dans la mesure où on dit, mais pour la première fois, on va résoudre le problème fondamental de l'éducation qui est, jusque-là, c'est un professeur pour 30 à 40 élèves. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire mieux en termes de moyens, mais on sait que la meilleure façon d'enseigner, c'est un prof, un élève, c'est-à-dire maître-disciple ou précepteur-élève. Et c'est le fameux cas, évidemment, du fils du roi de Macédoine, Alexandre, qui a eu Aristote, parce que le roi de Macédoine pouvait se payer le meilleur prof du monde à l'époque, c'était Aristote. Mais pour ça, il fallait être évidemment le fils du roi de Macédoine, Alexandre, bien sûr, le futur Alexandre le Grand. On voit ce que ça a pu donner. Et ben demain, on aura tous des Aristote, pardon pour le jeu de mots, mais ça marche pas mal, hein, dans notre poche. On va tous savoir, nos enfants, nous c'est trop tard, on est du mauvais côté de l'histoire. D'abord, on a fait trop d'études déjà, et puis surtout, on est de l'autre côté l'éducatif. Mais pour nos enfants, de plus en plus, il va y avoir le moyen extraordinaire, et c'est pas une question d'argent, parce que en fait, l'intelligence, elle tombe à coût marginal zéro. Vous allez pouvoir avoir un professeur individuel qui va vous connaître parfaitement, qui va connaître vos forces, vos lacunes, vos façons d'apprendre, qui va vous suivre, qui va faire un programme personnalisé d'apprentissage. Les profs, je connais la question qui arrive tout de suite, c'est mais que font les profs d'autrefois? Eh ben, ils vont devenir des guides ou des coachs. Ils vont plus avoir 40 ou 800, si on est un prof d'ailleurs à une université, des amphis de 800, ce qui n'a en réalité aucun sens. Il y aura peut-être de temps en temps des espèces de cours show ou spectacle, mais en revanche, ça va être beaucoup plus un accompagnement one-to-one, en face-à-face, où on va voir chaque élève dont on va être un peu responsable et on va le suivre sur la durée dans son parcours d'apprentissage qui ne sera pas juste 5 ans, mais qui sera toute sa vie, parce qu'on va tous devoir apprendre toute notre vie. Si jamais vous voulez en savoir plus sur l'univers Bitcoin, sur l'investissement en Bitcoin et sur l'épargne en Bitcoin, dans le cadre d'une gestion de patrimoine, nous avons lancé une formation spécifique dédiée sur ce sujet. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez-nous en description. Ok, bon, bah écoute, super intéressant. En tout cas, je vous invite tous, évidemment. Ne faites plus d'études, faites beaucoup plus. Voilà, en tout cas, allez en librairie, j'imagine qu'il est disponible partout. Dans toutes les bonnes librairies, probablement même dans les autres. Bon, trop bien. Et justement, parce que tu es venu avec une pile de bouquins. Oui, ils sont pas tous là, mais c'est les derniers. Désolé. Parlons de l'ère de la flemme. Ouais. Et justement, dans ce bouquin, si je dis pas de bêtises, tu parlais de la crise de l'effort. Ouais. Et finalement, pour reboucler sur le sujet précédent, c'est est-ce que ce serait pas justement l'ultime étape, l'IA, est-ce que ce serait pas l'ultime étape de cette flemme généralisée? Est-ce que c'est pas l'aboutissement finalement? Est-ce que d'ailleurs, peut-être que dans ce bouquin-là, tu savais déjà que tu allais écrire l'autre et que l'IA était finalement la quintessence finalement de la flemme absolue? En fait, les livres, c'est un peu des pelotes, on tire, et puis chaque livre mène au suivant en fait. Et c'est comme ça, celui-là, il vient de la tyrannie du divertissement, tu montreras peut-être, où je réfléchissais sur l'usage du temps libre, pourquoi on utilise mal son temps libre.
parce qu'il y a une crise de l'effort. Alors cette crise de l'effort, effectivement, elle se termine, elle culmine dans ChatGPT, qui est le dernier, il y a évidemment ces derniers chapitres. C'est the nail on the coffin, comme on dirait, c'est le clou du cercueil. C'est vraiment, c'est le truc dont on n'avait pas besoin, parce que la crise de l'effort, elle préexistait à ces technologies. Elle a commencé depuis un moment, elle s'est accélérée depuis une génération, elle a peut-être commencé dès mai 68, quand on a érigé le plaisir en mode de résistance, et le fait de se faire plaisir comme but, en fait, d'existence, en réalité. Et à ce moment-là, on s'est substitué à toutes les morales de la souffrance rédemptrice, expiatrice, du travail, de la mise à distance du plaisir. Et on a créé un monde hédoniste, qui est celui de hédoner en grec le plaisir, c'est-à-dire un monde tourné autour de l'idée que en fait, un monde utilitariste, un peu au sens de Bentham, mais parfois d'un utilitarisme justement un peu bestial. C'est ce qui justifie une existence, c'est la somme des plaisirs qu'on aura ressentis. Voilà. Et donc très individualiste, probablement c'est ça qui cause en partie la chute de la natalité. On va regarder son propre plaisir. Et ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est pas ne vous faites pas plaisir, c'est pas retournons au moral de la souffrance rédemptrice et expiatrice, où autrefois on mourait pour sa religion, pour sa classe sociale, pour sa patrie. Jusqu'à il y a en fait assez peu de temps. Non, je pense qu'on n'y retournera pas parce qu'il y a aussi des mouvements différents. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il y a des moyens plus intelligents d'être hédonistes. Et les Grecs, parce qu'il faut toujours revenir aux Grecs et à l'Antiquité, justement, se méfier du plaisir, mais pas parce qu'il est éloigné de Dieu, comme les chrétiens, qui disent le plaisir est mauvais, donc il faut ne pas en avoir, et même parfois punir le corps, justement, au nom de l'esprit. Non, les anciens, les Grecs puis les Latins, disaient le plaisir est formidable, mais justement, il ne faut pas qu'il devienne notre maître, parce qu'à ce moment-là, on en devient l'esclave. Il faut le dominer. Si on domine le plaisir, en fait, on va le maximiser. Et c'est l'idée de la capacité à, par exemple, épargner son plaisir. Et c'est vrai que quand on parle Bitcoin, on parle forcément aussi épargne, valeur. Finalement, en économie, l'épargne, c'est la consommation différée. Je décide de ne pas consommer. Voilà. J'aurais pu consommer tout de suite, me faire plaisir tout de suite. Mais non, je garde la valeur parce que je vais pouvoir faire plus plus après, plus parce que ça aura gagné, évidemment, plus de valeur. Et je vais mettre mon plaisir à distance. C'est ça quand vous apprenez un instrument de musique, vous travaillez pour connaître une langue, vous avez accès à une qualité de plaisir que vous n'auriez jamais eu si vous aviez tout consommé tout de suite. Vous voyez, c'est là qu'on rejoint déjà la monnaie, l'épargne, l'idée du rapport à soi, du rapport à la transmission et du rapport à la jouissance immédiate et à la construction de quelque chose. Bon, écoute, déjà, tu me tends une perche parce qu'évidemment, on allait aborder Bitcoin parce que c'est quand même l'objet de ce podcast. Et d'ailleurs, avant d'introduire ce sujet-là, peut-être que je me trompe, mais si je dis pas de bêtises, donc tu es très proche de Yorick de Montbine, que je connais aussi très bien, de Gonzague Grandval, qui, je crois, tous les deux avaient écrit un bouquin qui s'appelle Totem et Tabou. Oui, c'était notre premier rapport chez Sapiens. Et voilà. J'étais ravi d'avoir commencé avec ce magnifique rapport Bitcoin, Totem et Tabou. C'est ça. Ceux qui l'ont pas lu. Et ben voilà, donc on le remettra. Rapport séminal. On le remettra évidemment dans la description de la vidéo. Et toi, à l'époque, justement, et c'est là où presque j'ai envie de t'interroger sur toi, ta vision du Bitcoin. À l'époque, alors je ne sais pas si tu peux nous donner, toi, ton expérience. Est-ce que c'est justement Gonzague et Yorick qui t'ont convaincu? Est-ce que c'est quelque chose qui tu as trouvé seul dans tes démarches intellectuelles? Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'était en quelle année d'ailleurs ce bouquin? Je ne sais même plus, c'est presque 2019. C'était il y a 8 ans. Non, attends. Non, c'était il y a 8 ans quand j'ai créé Sapiens. Vraiment au tout début. Tout début, donc vous étiez vraiment des précurseurs. Donc comment s'est passée ta rencontre avec Bitcoin? Mais moi, j'ai pas honte à dire qu'en réalité, c'est Yorick qui m'en a parlé. Oui. La première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin, évidemment, c'était lui. Et en fait, on partage avec Yorick, qui est un copain d'école, on a fait des études ensemble, on a fait de la philo et des choses, on s'était bien amusés. On avait les mêmes préoccupations, à la fois de réflexion philosophique, d'affection pour la philosophie libérale, et puis d'inquiétude vis-à-vis d'un monde dont on comprenait bien qu'à plein d'égards, en particulier grâce à cause des technologies, il n'évoluait pas vers plus de libéralisme, c'est-à-dire plus de liberté humaine, plus d'autonomie, plus de capacité d'autodétermination chez les individus. Et moi, c'est aussi j'ai écrit bien d'autres livres, mais justement, les livres d'avant sont plutôt des livres autour de cette questionnement. De quelle façon les structures peuvent être plus ou moins émancipatrices ou au contraire aliénantes pour l'individu. Et ce qui m'est tout de suite apparu comme une évidence, c'est que Bitcoin faisait partie de technologies émancipatrices.
Au sens où, quand on vous dit qu'une technologie n'est pas centralisée, justement qu'elle n'est pas manipulable, qu'elle ne dépend pas d'institutions extérieures, quand on est un grand critique de l'État et qu'on réfléchit et qu'on lit même des auteurs qui expliquent que l'État ne devrait absolument pas exister, jusqu'à des formes d'anarchie ou des formes de libertarianisme, comme, je sais pas, c'est Hans Hermann Hoppe, par exemple, des gens qui t'expliquent qu'il faut privatiser les rues. Alors, nous, évidemment, je ne parle pas pour Yorick du tout, mais donc, pour moi, forcément, j'essaie d'être dans la réflexion, parfois dans le doute, évidemment, dans la nuance, et quel est le rôle de l'État. Et c'est vrai que la monnaie, ça pose problème, quoi. Parce que c'est un truc, historiquement, qui a toujours été justement centralisé, approprié. Mais pourquoi? Un peu comme le loto, parce que c'est une forme extraordinaire pas d'asservissement, mais si, on pourrait le dire. En tout cas, d'utilisation et de soumission financière par plein de biais, évidemment. Vous allez produire de la monnaie, faire marcher la planche à billets, manipuler les cours pour arriver à financer vos dépenses, soit les dépenses peut-être justifiées de l'État, soit des dépenses évidemment beaucoup moins justifiées. Et donc, imaginez, vous arrivez avec une technologie en disant, mais tiens, on a la solution au problème de l'indépendance de la monnaie. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'État ne pourra plus mettre ses grosses pattes velues sur la monnaie. Alors là, forcément, on est forcément très, très excité. Donc, c'était évident que des libéraux, un libéral comme moi, s'y intéresse et été émoustillé. Et moi, j'ai jamais eu... on va dire, les a priori sont toujours mauvais parce que c'est les a priori, mais moi, mon a priori, il était par définition positif vis-à-vis de cette technologie. Voilà. D'abord, la nouveauté est plutôt sympathique. Je trouve qu'il y a un côté mythique dans la création, dans la façon dont ça a été créé, qui est assez sympa. Et puis même l'esprit dans lequel ça a été fait, mais très sympathique. Et j'avoue que depuis, je n'ai pas changé d'avis. Et donc, c'est ce que j'allais dire, parce que quand même, finalement, tu faisais partie presque des early adopters. Je ne sais pas si tu en as acheté. J'en ai acheté, mais à chaque fois, je me dis pas assez tôt. Mais bon, j'en ai acheté, évidemment. Pas assez tôt, en tout cas. Et pas assez, évidemment. Si c'est à l'époque du moment où vous avez écrit Bitcoin Totem et Tabou, ça fait déjà un petit moment. Ans, donc voilà. Et, je tiens à dire que mon portefeuille est très modeste. Parce que de nos jours, n'est-ce pas, il faut faire attention. Évidemment. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est toi, évidemment, même dans ton métier, dans ton entourage, dans... ton activité au quotidien, parce que évidemment que, alors je ne sais pas en fait, mais ton entourage, quel est l'avis de ton entourage sur Bitcoin, et surtout par rapport au moment où tu l'as connu, donc c'était il y a 8 ans, et évidemment aujourd'hui avec l'institutionnalisation du Bitcoin, avec les ETF, etc., comment tu vois finalement cette évolution du Bitcoin? Toi, donc j'ai bien compris que tu n'as pas bougé, tu n'as pas changé d'avis. Non, c'est déjà moi, très bien. C'est facile. Toi, c'est évident. Ça m'arrive de changer d'avis, mais là, non. Mais moi, là où je suis curieux, c'est dans ton environnement même personnel ou professionnel. Est-ce que tu as vu un changement d'avis de ton entourage, et comment toi, en fait, tu vois aussi, d'un point de vue quand même extérieur, l'institutionnalisation du Bitcoin, la financiarisation de Bitcoin? Quel est ton avis là-dessus? Je crois que mon point de vue il est assez représentatif parce que j'ai vraiment vu, évidemment, on est parti de l'ignorance totale à peut-être un moment l'effet de mode. Et puis, le truc s'est répandu. Autour de soi, on sait que les gens finissent par avoir un portefeuille, s'y intéresser. Et le truc, en fait, s'institutionnalise tranquillement. C'est une montée. Alors évidemment, le côté très instable, évidemment, et les grandes variations, à la fois nourrissent et on nourrit les critiques et les rêves. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant. Il n'y a pas beaucoup de valeurs qui peuvent prendre 10% en une journée, et ça pouvait arriver à Bitcoin, plutôt moins qu'avant maintenant, et comme prévu, c'est-à-dire que le temps passant, la volatilité est moins forte, ce qui est assez logique en réalité. Mais bon, quand on l'expliquait à l'époque, les gens ne croyaient pas forcément. Mais au départ, c'était évidemment aussi la critique. C'était de dire, mais c'est que ce truc, évidemment, quelque chose qui a adossé à rien. Et puis en plus, comme si toutes les monnaies étaient adossées à quelque chose d'ailleurs. C'est un grand débat. Et puis surtout, extrêmement volatile. Et donc ça nourrissait énormément de critiques. Et ça, petit à petit, on voit que les choses s'assoient. Et puis c'est vrai que l'évolution de Bitcoin qui correspond plutôt à ce que les gens qui défendaient le Bitcoin depuis le début prévoyaient, c'est-à-dire que en gros, soit ça vaudra zéro, soit ça vaudra énormément. Voilà. Et pour l'instant, ça continue à prendre tranquillement le chemin prévu de valoir de plus en plus.
pour plein de raisons, évidemment, qui sont très connues et qui se développent dans ce podcast, évidemment, en long et en large. Mais donc, c'est une institutionnalisation qui fait aussi que dans le milieu professionnel, moi je dis du milieu de la finance, j'ai discuté avec des anciens évidemment, dirigeants de Banque Centrale Européenne ou de Banque Centrale. C'est des gens qui étaient beaucoup de gens étaient, pas tous, hein, parce que vous avez encore des gens qui sont contre, mais des gens qui étaient très très contre, mais viscéralement. Et puis, on a vu quand même des gens passer de l'autre côté. Voilà. Je ne dis pas que ça a été massif, je ne dis pas que ça a été tout le monde. J'en profite pour faire un peu de pub pour un podcast qu'on a fait avec Jean-Marc Daniel, qui faisait partie... J'ai un très bon exemple, Jean-Marc. Alors, il n'est pas non plus bullish 100%, Non. mais il était farouchement opposé. Et finalement, aujourd'hui, on va dire qu'il est curieux plus. Ouais, voilà. Voilà. Donc, ça va dans le sens de ce que tu étais en train de dire. C'est qu'à un moment, quand même, il y a... on parle, je crois en anglais, c'est le time honored company. Hein, c'est ça. C'est que la preuve du pudding est dans le pudding, et donc rien que le temps, rien que le fait que ça continue à exister, qu'il y a des choses qui se stabilisent, qu'il y ait des nouveaux outils qui apparaissent, justifie et montre que ça n'était pas juste une mode, donc, hein, puisque les choses. Et évidemment, je fais partie aussi de ceux qui, depuis le début, pensent que on ne débranchera pas Bitcoin de la même façon qu'on ne débranchera jamais les réseaux sociaux ou Internet, même si ça peut, pour le coup, ça peut évoluer. Ok. Et donc revenons quand même à cette dualité avec l'IA. Donc on peut dire que Bitcoin, c'est un peu, alors philosophiquement, le miroir inversé de l'IA. Donc Bitcoin récompense l'effort, le temps et la discipline. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il fascine autant qu'il rejette le monde du tout facile, de l'IA, de la facilité? Donc comment est-ce que tu vois en fait toi cette dualité entre ces deux concepts, entre l'effort, le temps, la discipline et l'esclavage et la dépendance? Ouais. Il y a vraiment, en t'écoutant, je le dis, il y a vraiment une opposition très très forte, au sens où en tout cas, on peut jouer l'opposition en disant Bitcoin, c'est un outil aussi qui est un outil fondé sur l'échange, par définition. Et les libéraux auraient le terme terrible de catalaxie, hein, n'est-ce pas? C'est la chose qui te permet de rentrer en relation. C'est ce qui fait l'échange d'un ennemi à un ami. C'est très important, cette idée que l'échange, c'est pas seulement économiquement ce qui fait que tu vas avoir une satisfaction globale supérieure, puisqu'en échangeant, chacun va échanger pour quelque chose, un bien qui lui apporte plus de satisfaction. Donc, tu auras créé de la richesse, en quelque sorte, du point de vue de la satisfaction globale de la population. Mais tu as aussi cet aspect d'harmonie, d'échange, qui crée, même si ce n'est pas irénique, hein, je sais bien que malheureusement, on peut aussi échanger, se faire la guerre. On le voit aujourd'hui avec la Russie, hein, par exemple, et que le doux commerce n'amène pas forcément la paix entre les nations, d'ailleurs, ni entre les individus. Mais ça, Montesquieu l'avait déjà vu. L'IA, en revanche, l'un des grands reproches qu'on peut lui faire, qui est très fondé, c'est que justement ça t'isole, en fait, parce que beaucoup de gens d'ailleurs sont déjà rentrés dans un dialogue directement avec l'intelligence artificielle. L'un des grands problèmes de ces nouvelles technologies, y compris la place des écrans tels qu'ils sont omniprésents aujourd'hui dans notre vie, c'est qu'ils nous isolent. Les jeunes sont plus sédentaires, ils voient moins leurs amis en vrai, ils font moins l'amour, on s'engage moins dans les associations qu'avant, on s'engage moins en société. C'est-à-dire que l'IA défait société. En quelque sorte. En tout cas, un des effets de ces intelligences artificielles, c'est de défaire société, là où le Bitcoin fait partie de ces outils qui font société. Voilà. Complètement. On est complètement dans cette opposition. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, hein, pour l'intelligence artificielle, mais ça veut dire que c'est très dur. On a vu les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font exploser la démocratie. Ils s'hystérisent. Ils rendent complètement dingues. Ils arrivent à répandre des croyances totalement folles. En 2017, c'était la Fondation Jean Jaurès qui a fait un sondage. 9 Français sur 100, quasiment 1 sur 10, croient que la Terre est plate, quand même. Hein. On parle bien des Français. Hein. Chez les jeunes, c'est 1 sur 6. Un Français sur 6, un jeune Français sur 6 croit que la Terre est plate. Et ça, je t'ai pris juste la croyance peut-être la moins dingue, hein, parmi toutes, en fait. Hein. Et je ne parle même pas de la femme de Emmanuel Macron et des choses comme ça. Et en fait, ça, c'est l'une des grandes déceptions. C'est-à-dire que ces outils, comme les réseaux sociaux, Internet, qui étaient là pour nous mettre en relation, créer cette espèce d'immense village global où on est tous devenir amis, où la liberté et la vérité allait émerger, naturellement, on se rend compte qu'en fait, c'est l'erreur, c'est le mensonge, c'est la post-vérité. Et c'est assez décevant, hein, quand on a connu l'an 2000 et et ce que ça pouvait donner. C'est pareil pour l'intelligence artificielle. Il ne faut pas être naïf. Ça produit beaucoup
beaucoup de dépendance. Ça peut produire des suicides par dépendance affective, des manipulations de mains politiques extrêmement puissantes. Et c'est un des grands enjeux avec le piratage du robot que vous aurez chez vous. Mais demain, vous piratez l'IA, on va tous être dépendants de l'IA qui va devenir notre service, notre serviteur universel. Alors si vous arrivez à prendre le contrôle de tout ça, que vous soyez l'État pour contrôler les populations, c'est encore mieux que 1984. Le télécran, finalement, c'était pas terrible à côté. Ou alors, évidemment, des pays extérieurs pour influencer. Et ça, on sait que c'est déjà le cas de plein de façons. Donc pour le coup, c'est très inquiétant. Il y a plein de dynamiques anti-libérales, anti-individuelles, anti-autonomie dans l'intelligence artificielle. Et donc, de ce point de vue-là, il s'oppose beaucoup à Bitcoin. Mais encore une fois, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Et moi, j'ai envie de prendre la balle au bon et dire que peut-être que demain, justement, les deux vont coexister et quelque part, ce sera le yin et le yang de notre civilisation. Alors peut-être que je vais un petit peu trop loin. Alors après, là, je tiens quand même à préciser que on parle bien de Bitcoin et pas de crypto. Oui. Alors je sais pas aussi si tu sais que Oui. moi, comme Yorick, nous sommes des maximalistes. On fait bien la distinction entre Bitcoin et les cryptos. Oui. Et justement, avec, je sais pas si tu es au courant d'ailleurs, avec cet effet de mode de l'IA, il y a énormément d'entrepreneurs dans la crypto qui ont voulu créer des shitcoins Oui. autour de l'IA pour, je ne sais même pas quelle promesse y raconter, pour dire que la blockchain justement allait être augmentée de l'IA, enfin avec tout un tas de trucs où on voit que évidemment sur les 12 derniers mois, tous ces projets-là tendent vers zéro. Donc je tiens à préciser que je ne parle pas évidemment des cryptos orientés IA, Bien mais je pense que néanmoins les deux autres, Bitcoin et l'IA peuvent coexister de manière parfaite en étant des parfaits opposés. Parce qu'on peut se dire que l'IA finalement va automatiser la pensée et que Bitcoin, par opposition, va automatiser la confiance. Les deux posent la même question, jusqu'où déléguer notre humanité. Alors je sais pas, donc là on rentre un petit peu plus dans une philosophie de civilisation, mais je sais pas si tu as un avis là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer une société où l'IA gère nos décisions et Bitcoin gère notre argent? Voilà, par exemple. Mais sauf que gérer notre argent ne se fait pas sans gérer nos décisions. En fait, la question qui se pose face à un capital, de façon générale, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire? Quel est le but? Pourquoi? Finalement, épargner en lui-même n'a pas de sens. L'épargne, c'est forcément la consommation différée. C'est pour consommer un jour, ne serait-ce que pour transmettre de la valeur aussi à d'autres gens, à ses enfants, évidemment. Et donc, il faut être actif, en fait. Je crois que on peut évidemment avoir des bots qui décident de son portefeuille, de son équilibre, mais c'est par rapport, la première chose que fera un conseiller en gestion de patrimoine, c'est dire, mais c'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que pour vous, c'est vous acheter de la sécurité dans vos vieux jours? Est-ce que c'est, à la limite, vous amuser? C'est possible aussi. Est-ce que c'est transmettre un jour? Ou est-ce que c'est vous faire un maximum plaisir tout de suite? Enfin voilà, on a plein d'objectifs qui ne sont pas les mêmes. Mais ça nécessite quand même d'avoir les objectifs. Le drame de l'intelligence artificielle, c'est qu'il va pouvoir s'inscrire en remplacement de notre volonté, effectivement, et promouvoir une forme d'abouli terrible, d'abouli par l'abdication cognitive, en fait. Il y a tellement d'intelligence dans nos poches, il y a tellement aussi de loisirs disponibles que c'est même plus la peine de vouloir, puisque quand on y pense bien, l'algorithme, c'est déjà une entité qui est là pour vous suggérer des choix que vous n'avez pas à faire. L'algorithme, 80% de ce que vous regardez sur Netflix, c'est l'algorithme de recommandation. 30% de ce que vous achetez sur YouTube. Exactement, YouTube, pareil. Ouais. 30% de ce que vous achetez sur Amazon, c'est l'algorithme de recommandation. L'algorithme, évidemment, il est éduqué en fonction de ce que vous aimez. Et en fait, il se dit, l'algorithme, il est là pour dire, écoute, c'est pas la peine de taper l'intégralité de tous les films que j'ai sur Netflix. Moi, je suis allé voir je connais tes goûts et je sais ce que j'ai. Et donc, je te propose ça et je te promets que tu as une bonne chance que ça marche. Et c'est vrai que la plupart du temps, on dit, bah oui, c'est vrai que c'est pas mal. C'est un service objectif et ça nous gagne du temps. Mais en même temps, ça nous enferme. Ça crée tous les phénomènes de bulles cognitives. On va finir par voir que les gens qui nous plaisent, les infos qui vont avec nous. Et sur Twitter, c'est typiquement le cas. Sur Twitter, c'est le cas. Même si je trouve que je vois encore beaucoup de gens qui ne pensent pas comme moi. Mais, ah oui, c'est vrai. Moi, en tout cas, mon feed, mais après, les algorithmes ne sont pas tous faits pareil. Justement, il y a des algorithmes qui sont un peu plus ouverts, il y en a d'autres qui ferment plus. Mais ça a quand même un effet terrible, c'est que vous allez être encouragé de plus en plus à abdiquer votre volonté propre, à devenir passif. Et c'est vraiment la différence fondamentale que je mets
très dans le bouquin là, qui s'appelle La tyrannie du divertissement sur l'usage du loisir. L'idée, c'est à quoi on utilise le temps libre le plus en plus important. Aujourd'hui, 95% de votre vie, 90% de votre vie éveillée, c'est du temps libre en réalité, parce qu'on vit extrêmement longtemps, on travaille en réalité plus beaucoup, par rapport à une époque, le 19e siècle, où on mourait assez vite et on travaillait 4000 heures par an. Aujourd'hui, c'est à peu près 1600 heures par an, mais évidemment, la vie est beaucoup plus longue. Bon, on travaille beaucoup moins, on a beaucoup plus de loisirs, mais qu'est-ce qu'on fait de ce loisir? En fait, il y a deux choses, en gros. Il y a trois façons d'occuper son loisir et deux grands camps. Il y a les loisirs pour soi, le loisir pour les autres, et puis le loisir hors de soi. Le loisir pour soi, c'est ce qu'on appelle le loisir studieux, l'osium en latin, la scolae en grec qui a donné école, c'est-à-dire les loisirs qui vont t'améliorer. Le loisir actif où tu vas par exemple à travers le sport ou à travers l'apprentissage, la pratique de la culture, t'améliorer, apprendre quelque chose, progresser, être dans une démarche active. Et après il y a le loisir pour les autres, ça c'est toujours très positif, c'est celui où tu vas être en relation avec les autres, où tu vas faire société. Et là c'est ce qu'on disait sur Bitcoin et les capacités, la nécessité pour un outil d'être un outil qui fait société, qui met en relation. Ça, c'est notre vocation d'être humain. Nous sommes un zoon politikon, comme disait Aristote, un animal politique. On est fait pour être avec les autres. Donc là, c'est la bonne façon active d'utiliser ce temps libre. Et puis, il y a une façon terrible, c'est la façon passive. C'est ce qu'on pourrait appeler le divertissement. C'est typiquement le doom scrolling, le défilement de la mort. C'est le fait que vous allez tu vas te laisser confisquer ton attention par le marché de captation de l'attention. Hein. Tout ce qui a été très bien décrit maintenant sur la captologie, le détournement du système de récompense de ton cerveau par le fameux shoot de dopamine, ce neurotransmetteur qui te donne envie de continuer, qui te rend un peu dépendant, un peu comme le phénomène de la drogue, en fait, qui fait qu'on est tous un peu dépendants aux écrans. Et ça nous a volé notre vie, en fait. Mais plus que ça, avec l'intelligence artificielle, ça va nous voler notre volonté. On va être complètement dépossédé de notre capacité à être actif dans notre propre vie. La mauvaise nouvelle, c'est que le danger est bien réel et qu'il est très puissant. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la solution, elle est en nous. C'est one click away, en fait. Vous pouvez aller décider de faire autre chose. Vous pouvez décider d'arrêter. Vous pouvez décider de ne pas regarder votre portable. Vous pouvez décider, d'ailleurs, de mettre des applis qui vont vous aider à faire ça. Vous pouvez vous fixer des règles. Mais ça demande une autodiscipline de dingue. On est dans un monde qui demande beaucoup d'efforts. Et ça, c'est le lien entre tous mes livres. Hein. Faire les études aujourd'hui, vraiment. Être vraiment demain... pouvoir apporter une valeur ajoutée face à la machine, ça sera le résultat de beaucoup d'efforts parce que vous aurez travaillé quand même. Vous ne serez pas laissé avoir dans la passivité face à la machine. Et c'est là, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Et c'est un petit peu aussi le dernier point que je voulais aborder avec toi dans ce podcast, c'est la valeur travail du Bitcoin. Parce qu'encore une fois, la valeur travail, elle est ancrée dans le protocole, dans le consensus Bitcoin avec le Proof of Work. Et justement, la valeur travail de l'IA. Du coup, justement, on est encore dans ce miroir inversé. Parce que la valeur travail, ou peut-être que tu peux compléter, mais la valeur travail dans l'IA, elle n'existe plus, ou en tout cas, elle tend à disparaître. Alors que dans Bitcoin, elle est ancrée et elle a la vocation à rester indéfiniment. Tu vois, c'est une très bonne remarque, c'est une autre opposition très très forte, parce que l'IA porte avec elle la promesse d'un monde où le travail va disparaître. Où ça fait partie d'ailleurs des débats entre économistes. Hein. Est-ce que le travail disparaît ou est-ce qu'on est dans la fameuse destruction créatrice de Schumpeter? Une fois de plus, c'est-à-dire que c'est une histoire qu'on a déjà connue, évidemment, il y a plein d'emplois qui vont disparaître, mais il y en a plein d'autres, des gestionnaires d'algorithmes, des orchestrateurs d'IA qui vont apparaître. Des prompt engineers, etc. Et en fait, on ne mesure pas ça, ça va arriver. C'est comme il y a 20 ans, personne n'imaginait que community manager, c'était un vrai boulot. Va y avoir aussi organisateur de funérailles numériques. Il y a plein de choses en fait qui vont se créer, dont on n'a pas idée, mais qui vont devenir des évidences en fait dans quelques années. C'est pour ça évidemment quand on se forme qu'il faut être ouvert. Pour la plupart du temps, on va se former à des choses qui n'existent pas. Et puis en même temps, se pose la question du rythme, le rythme de la destruction, le rythme de la création. C'est pas la même chose quand tu as 25 ans, 40, 50 ans pour te former à la nouvelle chose. La nouvelle génération, elle est formée, elle se forme, c'est facile. Quand tu as quelques mois, même quelques années pour complètement changer, là c'est plus difficile. La question de l'adaptabilité se pose. Et puis l'autre question, c'est et si Schumpeter, cette fois-ci, avait tort? Et si on était à la fin de l'histoire? Alors c'est vrai que toutes les idées sur la fin de l'histoire se sont souvent déçues, mais là, la fin de l'histoire technologique, au sens où, ça y est, on a l'outil ultime. Quand les robots produiront des robots, que les robots pourront tout faire, tout nettoyer, faire la cuisine, cultiver, mais qu'est-ce qui restera à l'être humain? On pourra choisir... de cultiver son jardin si on le veut, de lire des livres toute la journée. Et je suis de ceux qui pensent qu'on va quand même tendanciellement vers un monde où le travail, c'est-à-dire l'activité rémunérée,
va disparaître. Mais je trouve que ça n'est pas un problème au sens où ce qui est important, c'est de faire la différence non pas entre travail et loisir, parce qu'en fait, plus vous recherchez cette différence, moins vous le trouvez en fait la réalité. Un pianiste, il est payé pour jouer, mais il jouerait même s'il n'était pas payé. Donc, est-ce que c'est quoi? C'est juste le fait d'être payé. On peut être payé pour plein de choses. Parfois, on fait des choses gratuitement, alors que, évidemment, ou alors on est payé, on a été prêt à les faire gratuitement, etc. Donc, la vraie différence, c'est peut-être assez marxiste comme vision, mais c'est entre l'activité qui aliène et l'activité qui émancipe. Voilà. Et encore une fois, l'activité qui aliène, c'est celle qui vous aliène à vous-même, c'est-à-dire qui vous rend étranger à vous-même. Et étranger à vous-même, c'est étranger à ce que vous êtes en tant que pardon, c'est très philosophique, mais votre vocation d'être humain, c'est d'être en relation avec vous-même, avec les autres. Voilà. Et quand ça vous rend étranger à vous-même par la passivité, c'est-à-dire le loisir hors de soi, là, ça veut dire que ça vous aliène. Voilà. Et ben, l'échange ou les outils qui vous permettent d'échanger, ils vous aident à réaliser votre vocation d'être humain. C'est-à-dire vous mettre en relation. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, cette éthique du travail, elle est, à mon avis, inséparable de l'éthique de la relation aux autres. Du fait que vous allez faire pour les autres, vous allez exister pour les autres, vous allez contribuer à quelque chose de commun qui, en plus, prend la forme de l'échange, qui est c'est l'équivalent du sang dans l'échange, c'est l'équivalent économiquement du sang dans l'organisme en quelque sorte. Hein. Évidemment, c'est ce qui fait, vivre le tout. Et donc, vous avez cet effet très positif du travail dans Bitcoin et ce doute fondamental sur ce que ça peut devenir dans l'intelligence artificielle, où le risque, c'est que la disparition du travail soit aussi la disparition des tâches émancipatrices, en fait, et qu'on garde que une dimension aliénante. Qu'on ait cru se libérer. En se libérant du travail, peut-être que demain, il n'y aura plus de travail. Peut-être qu'on va tous pouvoir... alors, se pose la question de... alors, on va tous pouvoir manger à notre faim et avoir tout ce qu'on veut, parce qu'il y aura des usines qui produiront tout ce qu'on veut, on aura résolu la fusion nucléaire. Il y aura quand même une petite question. Comment vous allez vous répartir les trucs vraiment rares? La vue sur mer, authentique. Le chalet à la montagne. Il y a quand même des trucs qui vont rester authentiquement rares. Les truffes, tant qu'on n'aura pas réussi à en produire à volonté. Et en fait, ça pose quand même une question, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a un système qui permet la répartition de ces raretés. Si demain, la majeure part, on n'est plus organisé autour de la répartition par le travail, qui est censé, et par le salaire, qui est censé être une sorte de proxy sur la valeur que vous apportez à la société et qui crée les hiérarchies sociales, comment vous fondez les hiérarchies sociales? Sur quoi elles se fondent et comment vous répartissez ce genre de choses? Voilà, c'est les dernières raretés. Ça pose des problèmes très importants. Mais après tout, on pourrait aussi imaginer quand même que, mis à part ça, un monde sans travail. Voilà, un monde où il n'est plus nécessaire de travailler, un monde de loisirs, un monde d'oisiveté qui ressemble en fait pas mal au monde d'avant le néolithique, au monde paléolithique, où on travaillait très peu. C'était la journée de 2, peut-être 4 heures, mais c'est même plutôt la journée de 2 heures, en fait. Hein. On glandait rien au paléolithique. On va probablement revenir à ça, sauf qu'au paléolithique, en fait, les gens existaient pour les autres. On existait dans une communauté extrêmement serrée, où vous n'existiez pas sans être dans la communauté. Vous n'étiez jamais à plus de quelques mètres de quelqu'un d'autre. Et puis, vous n'étiez pas un individu, vous étiez une personne, c'est-à-dire un membre d'une communauté auquel vous étiez soumis. Il n'y avait pas de liberté au sens moderne. À quoi pourrait ressembler une société où il n'y a plus de travail, où donc on a tout d'un coup cette oisiveté, mais où il n'y a plus cette appartenance tribale? C'est une réponse qu'on n'a pas. La réponse, en tout cas, c'est que ça sera positif si justement on sait conserver ce qui fait notre humanité. Et pour boucler, c'est notre capacité à être en relation avec les autres, probablement volontairement, dans une démarche qui est une démarche de réalisation de soi, qui passe souvent d'ailleurs par la reproduction, hein, parce que c'est le jeu c'est notre programme caché, n'est-ce pas? Passer ses gènes, mais passer ses gènes à travers un mouvement de coopération-compétition avec les autres. C'est ça aussi notre histoire. Voilà. Et Bitcoin y participe. Et quelque part, juste pour conclure là-dessus, ça va devenir notre travail. C'est-à-dire, notre travail, c'est de se reproduire. Parce que finalement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une perte de sens aussi dans le taux de natalité, etc. Et peut-être que, justement, les êtres humains vont revenir à la base de ce pourquoi on est là, c'est se reproduire
Et peut-être que ce sera le dernier travail de l'humanité. C'est possible, et je pense que ça va surtout s'automatiser, que la reproduction de plus en plus va être produite. On va plus faire tourner la roue de la fortune. Moi, j'ai 4 enfants, j'ai fait tourner la roue de la fortune 4 fois. Okay. Je suis très content du résultat, mais c'est quand même un très grand risque. Il peut y avoir une maladie terrible. Évidemment, à chaque fois, vous serrez, vous priez, et puis voilà. Et puis, si vous tombez bien, c'est formidable. Et demain, ça sera engineeré, qu'on le veuille ou non. Je dis pas que ça me ravit ou que je trouve ça formidable, mais je ne vois pas d'autres scénarios. Je ne vois pas un scénario qui ne soit pas en fait très efficacement eugéniste, puisque au sens de eugénos, ça veut dire bien-être. Hein. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour que les enfants naissent bien. Alors ça veut dire éviter les maladies. Donc même ça finalement, en fait, non, même ça finalement, ce travail-là, en fait, ça, on va le piloter. Oui, et puis si par ailleurs on ne meurt plus, est-ce qu'il est vraiment important de se reproduire? Parce que l'important c'est de maintenir. Si on ne meurt plus, ce qui d'ailleurs va de pair avec l'idée qu'on fasse plus d'enfants. Donc malheureusement, je suis pas si optimiste. Non, bon, du coup là, on a ouvert trop de sujets. Pardon. Mais en tout cas, je pense que ça va conclure ce podcast. Donc merci infiniment, Olivier. Merci à toi. Je tiens quand même à repréciser que tu as écrit beaucoup de bouquins et il y en a 3 ici. Donc, La tyrannie du divertissement. Voilà, pareil, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies. L'ère de la flemme, qui était traduit aussi... en coréen et en bulgare. Traduit en coréen et en bulgare. Ok, improbable. Improbable. Ok. Et du coup, l'actualité, ce qui a fait évidemment que je t'ai proposé ce podcast, qui est donc Ne faites plus d'études, qui vient de sortir là il y a une semaine. Donc évidemment, allez l'acheter dans toutes les librairies. Merci Olivier. Et on se retrouve très bientôt. Merci à toi. Voilà. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour le prochain podcast. Merci.